Bonjour à tous. Comme présenté, notre sujet d'aujourd'hui va porter sur la partie risque industriel, ou plutôt plus particulièrement risque chimique dans le cadre du salon Kimia. Donc nous allons aborder deux volets principaux, à savoir l'étude de danger comme étant un outil de maîtrise des risques, puis le plan d'urgence comme étant un outil de gestion de sinistres ou gestion de crise. Donc pour ce, nous vous proposons le sommaire suivant. Tout d'abord, un bref aperçu de Bureau Veritas, puis l'étude de danger comme étant un outil de maîtrise des risques avec son contexte réglementaire et son contenu technique, le plan d'opération interne comme étant un objectif de l'étude de danger, avec son contexte réglementaire, sa structure et ses exercices d'application. Puis, nous allons discuter de l'articulation entre le POI et les plans plus généraux, à savoir le plan provincial et le plan national, puis la gestion de l'après-sinistre. Donc, Bureau Veritas a été créé en 1828. Nos principaux métiers sont les essais, l'inspection, la certification et l'assistance technique. Notre principal objectif à travers l'ensemble de nos missions et des services que nous apportons auprès des entreprises, c'est d'améliorer les performances de nos clients en matière de qualité, santé, sécurité et protection de l'environnement et responsabilité sociale. Nous avons un réseau géographique assez étendu, comme vous pouvez le voir. Ceci nous permet de profiter du retour d'expérience de nos différentes agences partout dans le monde et dans les différents secteurs. Nous avons un large portefeuille d'activités assez équilibré entre la marine, l'offshore, l'industrie, les inspections, la construction, la certification, les matières premières, les biens de consommation et les services gouvernementaux et commerce international. En ce qui concerne le service risque industriel que je représente aujourd'hui à travers ma présentation, nous bénéficions d'une équipe technique présente au Maroc qui bénéficie aussi d'un support technique en France. Et nous avons différentes prestations en études de danger, en méthode d'analyse des risques et en planification d'urgence. Donc pour revenir au sujet de base, qui est l'étude de danger comme étant un outil de maîtrise des risques, il serait nécessaire de revenir à la définition d'un mot que nous allons utiliser tout au long de l'intervention, plutôt deux mots, entre danger et risque. Donc, le danger est plutôt intrinsèque au produit ou au procédé. C'est un état qui demeure ainsi. Et l'exposition d'une personne, d'un bien ou de l'environnement constitue le risque. Donc, le risque, c'est l'introduction de la notion de probabilité d'occurrence. Étant donné cette donnée d'exposition qui introduit l'exposition des personnes et le risque sur ces différents éléments, il a été nécessaire que la réglementation définisse une barrière un peu technique et humaine qui consiste en une étude de danger qui permettra à l'industriel de spécifier quels sont ses dangers, quels sont ses risques, quels sont les différents scénarios qui peuvent avoir lieu sur son industrie et définir des barrières contre celles-ci. Donc la notion d'étude de danger a été introduite par un décret en 1914. Donc l'étude de danger est devenue obligatoire pour l'ensemble des installations de classe 1. Cependant, le contenu de cette étude n'est pas spécifié par la réglementation marocaine et pour l'instant, on se base encore sur la réglementation française et ses seuils. En ce qui concerne le classement des établissements, pour dire qu'un établissement est de classe 1, il y a un DAIR pour la réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux. Comme je l'ai expliqué, la réglementation marocaine ne spécifie pas le contenu de l'étude de danger. Par conséquent, on se base sur le contenu spécifié par la réglementation française. Donc, il y a deux entrées principales à l'étude de danger, à savoir le recensement des dangers et l'accidentologie. Il y a deux voies principales pour recenser les dangers que présente une unité industrielle, à savoir sa description autant que telle, la description du procédé, des produits mis en jeu, des quantités et de son environnement.
Cette première phase de description permet d'ores et déjà de dégager des barrières techniques ou des procédés alternatifs à mettre en jeu, peut-être substituer des produits chimiques qui présentent un danger ou un risque élevé. L'accidentologie est une donnée d'entrée très importante aussi pour l'étude de danger. Même si l'installation n'est peut-être pas encore en exploitation, le retour d'expérience des industries similaires ou des procédés similaires peut servir à l'industriel pour définir ces différentes barrières techniques et organisationnelles. Toutes ces données d'entrée étant définies, on passe à une phase d'analyse préliminaire des risques, où là on ira un peu plus loin. On a la liste de nos scénarios, mais là on va leur chercher des causes, des conséquences, des moyens de prévention, des moyens de protection, et on définira d'ores et déjà une première quantification, une cotation, de façon assez qualitative. Pour les scénarios retenus majeurs, on procède à une analyse détaillée des risques qui permettra de placer le scénario en fonction de sa gravité et de sa probabilité. On définira une matrice de criticité qu'on exposera juste par la suite. La donnée en tableau n'est pas très visible, mais par contre, quand on trace une cartographie avec les zones d'effet, comme on peut le voir sur la diapositive, on peut estimer à vue d'œil quelles sont les structures qui peuvent être atteintes et quel est le nombre de personnes pouvant être atteintes, ce qui permettra de définir une cotation de gravité. La probabilité et la gravité étant définies, la probabilité, il est à noter qu'elle est définie par sur des recueils bibliographiques. Il y a différents recueils qui permettent pour chaque métier de définir la probabilité d'occurrence de chaque scénario. Et en fonction de chaque phénomène dangereux, on pourra placer dans une case ou dans une autre en fonction du seuil qui sera déterminé en gravité et en probabilité. Donc là, un scénario, il sera soit localisé en zone rouge, où là, c'est la zone du risque inacceptable pour laquelle il faut absolument mettre en place des barrières techniques ou organisationnelles. La zone orange, il y a la zone ALARP, qui est l'abréviation en anglais de As Low as Reasonably Practicable, où là, l'enjeu sera de réduire le risque pour ramener en zone verte, mais ce n'est pas aussi urgent que les actions à mettre en place pour les phénomènes dangereux en zone rouge. Puis la zone en vert, où le risque demeure acceptable et où il n'y a pas d'action spécifique à entreprendre. En ce qui concerne les barrières à définir en vue de réduire la probabilité ou la gravité du scénario, il y a deux types de barrières de sécurité, les barrières humaines ou les barrières techniques. La barrière humaine, ce sera par exemple l'opérateur qui constate la fuite et qui va arrêter la vanne. C'est une détection par l'être humain et une action par l'être humain. Une barrière technique, soit un dispositif de sécurité ou un système instrumenté de sécurité. Pour le système instrumenté de sécurité, il permettra la détection et l'arrêt d'ores et déjà. Pour tout ce qui est dispositif de sécurité, on peut définir deux types, les barrières passives et les barrières actives. Pour les barrières passives, ce sera plutôt une cuvette de rétention ou un mur coupe-feu. C'est une structure mise en place et qui constitue une barrière en cas de scénario et qu'il n'y a pas d'action. Par contre, pour les barrières actives, l'exemple d'une soupape qui réagit à une montée en pression dans un intervalle donné, là, c'est défini comme étant une barrière active. Donc, selon le procédé de l'industriel, selon les risques qu'il a dégagés, selon les moyens qu'il peut mettre pour ces barrières, il définira ces barrières, s'il les définit à 100% humaines, ou s'il définit une partie critique par un système instrumenté. Pour définir les différentes barrières, y réfléchir ou résumer les barrières déjà mises en place, je vous propose un outil qui est assez, assez didactique et assez clair, c'est les nœuds papillons, où là, on a l'arbre des défaillances qui présente les causes et on a l'arbre d'événements qui présente les conséquences, où là, on ira de la source à la conséquence finale. On part des événements initiateurs, des petits événements initiateurs, aux événements initiateurs principaux, à l'événement redouté central, puis à l'événement redouté secondaire, aux phénomènes dangereux et à ses conséquences. Là, on pourra suivre toute la chaîne logique en disant à tel stade, si je mets telle barrière, ça me permettra d'ores et déjà de limiter mon événement initiateur et je limite mon événement redouté central. Donc, en étude de danger, plusieurs aspects sont à prendre en compte. Il est clair que beaucoup de
que le retour d'expérience est très profitable, que la réglementation définit plusieurs aspects, mais il faut faire attention à ce que l'étude de danger reste bien adaptée à l'installation étudiée. Donc, même si on prend en compte le retour d'expérience du domaine d'activité, il est nécessaire de toujours ramener au contexte actuel, au contexte marocain. Peut-être que certes, une barrière a été définie et qu'elle est très efficace chez un industriel, mais ces conditions opératoires sont un peu différentes. Peut-être que les conditions environnementales sont différentes, les températures ne sont pas les mêmes. Là, il est question à chaque fois de vérifier si ce qu'on tire du retour d'expérience reste pertinent pour notre installation ou pas. Les conditions réelles d'exploitation sont aussi à prendre en jeu et l'évolution des seuils toxiques. Donc pour le retour d'expérience, on en a discuté. Puis pour les conditions réelles d'exploitation et les possibilités d'intervention d'urgence, il est nécessaire que l'opérateur ait une idée exacte des moyens qu'il peut déployer en prévention ou en protection avec un état des lieux mis à jour constamment. Il faut que chaque industriel ait une idée exacte des moyens qu'il peut déployer, que ce soit en interne ou en externe, les moyens que ses voisins pourront peut-être déployer dans le cadre d'une aide mutuelle, les moyens que la protection civile pourra déployer dans le cadre d'une intervention externe, etc. Ça semble assez évident, mais des fois, même sur un réseau incendie fixe, les personnes peuvent croire qu'un poteau incendie ou une bauche incendie est exploitable et maîtrisable ou accessible. Et à la fin, au fil des exercices ou au fil des essais, ils se rendent compte qu'ils l'ont bloqué par un muret, qu'ils n'arrivent plus à y accéder, que la pression d'eau n'est pas suffisante pour avoir un débit propre à une attaque incendie. La maîtrise du changement. La maîtrise du changement, c'est que parfois peut-être qu'on substitue un stockage par un autre. On stockait tel ou tel produit dans la citerne A, mais maintenant on stocke un autre produit. Et peut-être qu'on n'a pas assez communiqué dessus, peut-être que les opérateurs ne le savent pas. Et là, c'est l'occasion de dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, l'ensemble des opérateurs doivent être formés et informés pour s'adapter à ce changement. Il y a des accidents qui ont eu lieu parce que la personne qui dépotait son chargement de produits chimiques ne savait plus qu'ils ont changé l'emplacement et qui s'est branché à l'endroit habituel. Et là, il y a eu, vu l'incompatibilité des produits chimiques, soit c'est la canalisation qui y passe, soit c'est l'installation, soit le produit circule et c'est l'installation qui prend. Donc, entre le branchement sur un petit fût, une citerne ou un réseau de canalisation, il est nécessaire de prendre en compte les quantités mises en jeu et les volumes qui peuvent être déversés pour chaque incident. Il est aussi important de prendre en compte l'évolution des occupations en périphérie. Peut-être que le jour, on peut voir sur la vue aérienne, le jour où l'installation a été implantée, autour, il n'y avait pas grand-chose, il y avait des champs. Mais par la suite, il y a plusieurs industriels qui se sont mis sur la zone. Il y a peut-être des habitations. Et là, le nombre de personnes qu'on peut atteindre en cas de scénario n'est plus le même. Donc l'étude de danger serait à réviser et ce nombre serait à prendre en compte. Donc maintenant qu'on a cerné l'étude de danger, son plan d'action, on passe au plan d'opération interne qui, lui, se base sur l'étude de danger. Et on pourrait même dire que c'est un objectif de l'étude de danger. Maintenant qu'on a parlé de la prévention et de la définition des mesures de protection, on passe à la partie sinistre où il faudrait définir, même si on a fait toutes les barrières, où on a pris toutes les mesures qu'il fallait pour éviter l'occurrence d'un scénario, il faut quand même définir un plan de gestion de crise. Donc, pour le plan d'urgence, il a 3 principes principaux. La mise en place d'une organisation et des outils de gestion de crise, la définition de la stratégie d'intervention et l'organisation des mesures d'urgence, et la détermination et le dimensionnement des moyens de lutte contre un sinistre ou un accident, qu'il soit mineur ou majeur. En ce qui concerne le contexte réglementaire, plusieurs textes font référence au plan d'urgence, notamment la loi 1105
relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement qui stipule que le plan d'urgence est une obligation pour les installations classées. Il y a aussi le règlement général sur les GPL et le règlement pour l'aménagement des dépôts d'hydrocarbures qui introduisent aussi la structure du plan d'urgence pour ce type de dépôt. À partir de la réglementation qui fait référence au plan d'urgence, ceci nous permet de définir des moyens de sauvegarde des personnes et des moyens de protection de l'environnement. C'est l'avantage qu'on veut tirer du plan d'urgence. C'est plutôt sauver les humains et éviter une pollution de l'environnement. Par contre, la perte financière, la perte d'exploitation ou l'impact sur l'image de marque, ce n'est pas l'objet de la réglementation ou ce n'est pas ce qui est recherché. L'objectif principal restant de sauvegarder les personnes et l'environnement. Le plan d'urgence ou le plan d'opération interne, ça reste un outil de l'entreprise pour gérer son sinistre en interne. Par contre, quand le scénario la dépasse, là, il y a des plans à différents niveaux qui sont définis. On passe peut-être au plan préfectoral, au plan provincial ou le plan Orsec. Pour certaines zones, il y a des plans d'urgence qui sont définis, notamment pour la zone pétrolière de Oued Maleh, où il y a différents dépôts pétroliers et où la direction de la surveillance et de la prévention des risques a défini ce plan d'urgence et l'a émis et diffusé. Il y a aussi un plan d'urgence national, mais qui concerne plutôt la pollution marine. C'est la lutte contre les pollutions marines qui est déployée au niveau des ports. Et au niveau du Maroc, il y a des moyens qui sont définis dans le cadre de ce plan, des moyens un peu spécifiques qui se trouvent sur différents ports du royaume. Les exercices de mise en pratique du plan d'urgence font aussi partie intégrante de la partie réglementaire où des fréquences d'exercices de simulation de mise en pratique est introduite. En ce qui concerne la structure du plan d'urgence, comme on l'a dit, il se base sur les résultats de l'étude de danger et de la cotation de risques déjà réalisés. Donc, à travers l'évaluation des risques, on doit évaluer les besoins techniques et organisationnels et définir les principes d'intervention. Le dimensionnement des moyens fixes et mobiles est défini aussi par le biais des calculs déjà réalisés ou des scénarios retenus à l'issue de l'étude de danger. La structure de la cellule de gestion de crise et du schéma d'alerte, où là on dit au premier témoin quelle est la première personne à alerter, quel est le premier service à alerter, quelle est l'action à entreprendre, quelle est l'action à éviter. L'organisation du flux d'informations et les processus décisionnels et de la communication, où là, des messages d'alerte sont prédéfinis, parce que la personne qui va lancer l'alerte auprès de la protection civile est en situation de stress, disons qu'elle ne peut pas se rappeler de l'ensemble des informations à communiquer. Et là, il a une fiche guide pour lui dire qu'il faut communiquer la date, il faut communiquer l'heure où le phénomène a été décelé, quelles sont les actions qui ont été entreprises, quelles sont les actions déjà entamées, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place le temps de l'arrivée de l'intervention. Donc l'ensemble de ces fiches guides ou de ces messages d'alerte sert aux personnes qui sont censées diffuser l'information pour diffuser l'information qu'il faut, ne rien oublier, rester précis, concis et éviter la perte de temps parce qu'en cas de sinistre, le temps est un paramètre très important. Le temps d'intervention est très important parce que plus on attend, plus ça dégénère et plus les zones d'effet sont plus importantes. Il y a aussi des fiches réflexes et des consignes opérationnelles où là, au-delà du message d'alerte, il y a les premières actions à entreprendre. Quelle est la nature du scénario? On a une cartographie d'un scénario similaire qui nous permet d'estimer les zones où ça peut arriver. On a les caractéristiques chimiques du produit mis en jeu. On a les actions qu'il faut entreprendre, les actions qu'il faut éviter. Peut-être que, oui, on le sait, sur tel produit, il ne faut pas attaquer avec de l'eau, mais en situation de crise, peut-être que ce n'est pas la première idée qui vient en tête. Donc, c'est bien de garder des fiches réflexes ou des fiches guides qui permettent à chacun de prendre la décision qu'il faut et quand il faut. Ces fiches réflexes s'adressent aussi au chef de la cellule de crise qui, lui, définit la stratégie de lutte.
la formation du personnel et la réalisation des exercices de simulation du plan d'urgence, notamment pour roder les réflexes des personnes et déceler les éventuelles failles au niveau du plan d'urgence. Parce que le plan d'urgence n'est pas parfait de prime abord, c'est au fil des exercices, c'est au fil des révisions qu'on le peaufine, qu'on ajuste certaines choses. Et notamment pour les exercices, c'est le moyen pour les personnes de ne plus avoir à réfléchir sur des acquis, de plutôt prendre du temps pour réfléchir sur les actions qui nécessitent plus de réflexion. Alors, donc, étant donné l'ensemble de ces points à aborder, une structure un peu standard du plan d'opération interne est comme suit, donc qui s'articule en 9 chapitres. Un premier chapitre alerte, où là nous avons le schéma d'alerte, peut-être le message de diffusion d'alerte. Un deuxième chapitre avec la situation géographique, où là on aura une implantation, enfin une vue aérienne du site pour savoir quels sont les voisins, si le voisin c'est un industriel ou si c'est une habitation. Si, par exemple, le feu qui a pris en bordure de clôture, c'est le mur de clôture avec un voisin adjacent qui stocke là des bouteilles de gaz. Là, c'est l'occasion de le dire au voisin pour qu'il refroidisse son mur, pour qu'il mette en sécurité ses bouteilles et éviter d'avoir des projectiles ou des effets missiles de bouteilles juste parce qu'on n'a pas communiqué dessus. Le recensement des moyens d'intervention, enfin l'évaluation des risques, en 3e chapitre, qui là découle de l'étude de danger et de ses résultats. Le recensement des moyens d'intervention, il est nécessaire de les avoir en fiche succincte sur le plan d'opération. Ça permettra aux personnes de savoir tout ce qu'ils peuvent déployer, par exemple en cas de fuite toxique, en cas de feu ou en cas d'explosion, même si l'explosion ne laisse pas beaucoup de temps pour agir. Notamment pour les scénarios toxiques, quelles sont les combinaisons, quelles sont les protections que les opérateurs doivent mettre, comment il faut intervenir, est-ce qu'il faut intervenir en binôme ou en monôme, est-ce qu'il faut être à plusieurs et assurer un temps de rotation, le temps de prise en charge par la protection civile. Puis la partie information, où là nous avons l'ensemble des messages d'alerte dont nous avons discuté, le message de la personne qui contacte la protection civile ou qui contacte les voisins, le message pour la personne qui est censée apporter des clarifications aux médias, notamment le responsable communication, le schéma d'alerte, le message peut-être pour les riverains, pour les voisins, pour les apaiser, pour leur dire si tout va bien ou s'il faut qu'ils se confinent ou s'il faut qu'ils évacuent une zone. Un chapitre exercice où là nous avons un récapitulatif de l'ensemble des thèmes d'exercice qui seraient intéressants de déployer dans le cadre du POI. Des informations sur les produits dangereux. C'est très important parce que la fiche de données de sécurité qui fait 16 pages n'est pas exploitable en situation de crise. Où là, il faudrait plutôt un tableau synthétique avec des pictogrammes, avec des choses qui parlent de prime abord sans avoir à lire plus, avec les phrases de risque, les premières phrases de risque indispensables et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Puis un complément plan, où là, il y a le réseau incendie, il y a le réseau d'assainissement, par exemple. Comme ça, en cas de fuite, si un volume a été déversé par une bouche et qu'il atteint le réseau d'assainissement et qu'il faut dire quelle action j'entreprends, quelle vanne il faudrait que je ferme, quelle zone du circuit il faudrait que je sectionne. Donc, tous ces éléments servent d'outils de prise de décision pour la cellule de crise, qui définit la stratégie et communique avec la cellule d'intervention pour qu'elle entreprenne les actions convenues. Là, nous avons un exemple de fiche réflexe pour le cas d'une fuite de silane, qui est un produit auto-inflammable. Sa température d'auto-inflammation est assez basse, elle est à 21 degrés Celsius. Donc, c'est un produit à manipuler et à stocker avec beaucoup de précautions. Donc, où là, nous avons la description du scénario, les zones qui peuvent être impliquées, le type de danger, le niveau de risque, les zones d'isolement ou les distances d'effet, et les actions à entreprendre et les actions à éviter. Donc, il est à noter que le jour du sinistre, disons que ça n'arrive pas conformément à la fiche réflexe, ça n'arrive pas conformément à la fiche scénario, parce qu'on ne peut jamais prévoir le sens du vent, on ne peut jamais prévoir les conditions météorologiques du jour lui-même, on ne peut pas prévoir le volume exact qui sera déversé. Mais la fiche réflexe présente un cas majorant qui servira de base de réflexion à la cellule de crise
pour trancher sur l'intervention à suivre. Un arbre des conséquences peut aussi être utile à être exposé sur la fiche réflexe, où là, par exemple, je sais que j'ai une fuite. J'ai le déroulé de l'ensemble des scénarios qui peuvent avoir lieu. Quelles sont les conditions, s'il faut avoir 2 événements ensemble pour que ça se passe ou s'il suffit d'en avoir un. Par exemple, si on prend la ligne fuite hors local de distribution, et là, j'aurai soit un jet enflammé, soit une explosion du nuage. Je ne sais, et là, ça me permet de voir quelle est la barrière que j'ai mise en place en cas de jet enflammé. J'ai la barrière B que moi, je peux mettre en place ou moi, je peux actionner pour éviter que ça n'arrive à l'explosion de bouteilles. C'est un schéma qui reste comme le nœud papillon, enfin, c'est une partie du nœud papillon qui reste assez explicite, assez didactique et qui permet une base de réflexion. La cartographie des zones d'effet, où là, c'est défini en fonction du scénario majeur. Comme je viens de le dire, on ne peut pas prévoir le jour de l'accident quel est le volume qui sera déversé. Donc on a un cas majorant, c'est le pire des cas qui peuvent survenir. Et on a défini par rapport à ce cas quelles sont les zones pour les effets létaux significatifs, les effets létaux, les effets irréversibles et la zone de sécurité au-delà de laquelle les personnes n'étant pas formées pour l'intervention ne peuvent pas intervenir ou ne peuvent même pas se trouver. Normalement, c'est une zone qui doit être balisée et même le passage serait interdit. Des consignes d'intervention sont aussi définies. Donc pour les consignes d'intervention, ça va de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est un schéma assez logique, assez concis. Ça va de telle action en premier, telle action en second lieu. Si c'est avec des questions, si c'est oui, quelle est l'action à entreprendre. Si c'est non, c'est la boucle à refaire pour clôturer le scénario. Donc c'est un cheminement à suivre jusqu'à ce que le scénario soit clos et que le plan d'urgence soit clôturé. Donc, arrivons à la fin de l'exposé sur le plan d'urgence en lui-même. J'en profite pour ressoulever l'importance de la réalisation des exercices de mise en pratique du plan d'urgence. C'est une obligation réglementaire avec des fréquences définies. Et ceci permet de réviser le plan d'urgence. Peut-être que ça a été rédigé de façon assez théorique, et c'est l'exercice de mise en pratique qui permettra de soulever l'ensemble des failles et d'y remédier. Ça permettra aussi de voir que nous avons modifié telle chose au niveau du procédé, mais que ça n'a pas été mis à jour au niveau du plan d'urgence. Le chapitre le plus éloquent serait l'annuaire téléphonique, où peut-être telle fonction a changé, elle n'est plus occupée par telle personne, le numéro de tel service d'intervention n'est plus le même. Et là, c'est l'occasion de mettre l'ensemble à jour. L'exercice, il faut vraiment jouer le jeu et y aller jusqu'au bout, faire comme si c'était réellement le jour de l'accident et aller du premier schéma d'alerte au déploiement des fiches réflexes, de la fiche scénario, jusqu'à la clôture du sinistre. Donc, pour le plan d'urgence, ça reste, disons, une responsabilité de l'exploitant lui-même. C'est sa responsabilité vis-à-vis de la loi. Mais quand l'ampleur du sinistre dépasse les moyens d'intervention ou la formation qui a été donnée au personnel d'intervention, là, il y a d'autres plans qui interviennent. Il y a notamment le soutien de la protection civile qui est assuré pour l'ensemble, mais il y a aussi d'autres niveaux d'urgence qui peuvent être déclenchés. Donc, suite au plan d'urgence de l'industriel ou son plan d'opération interne, arrive le plan d'urgence de la zone, de la province ou de la préfecture. Ça, c'est pour le cas d'un sinistre ne pouvant être maîtrisé dans le cadre d'une intervention des équipes de sécurité du site, où il est nécessaire de déployer le plan d'urgence de la zone si défini, ou le plan d'urgence préfectoral ou provincial, et assurer l'intervention des autorités locales concernées. Au troisième niveau, on arrive au plan d'urgence national, où là, c'est le déploiement des moyens prévus dans le cadre du plan d'urgence national, PUN, notamment dans le cadre des pollutions marines, où les autorités concernées interviennent selon les moyens qui ont été mis en place dans le cadre de ce plan. Donc, disons que le sinistre a été clos, que
que ça a pu être maîtrisé, arrive la phase de l'après-sinistre, où là, il est intéressant de restructurer les stocks de consommables ayant été déployés dans le cadre de l'intervention. Peut-être que de l'émulseur a été consommé, et là, c'est l'occasion de se réapprovisionner. Mis à part les consommables, c'est aussi toute la procédure de nettoyage. Si c'est une zone incendiée, peut-être qu'il y a des murs à refaire, peut-être qu'il y a des débris à évacuer, c'est les fumées à épurer, peut-être qu'il y a des odeurs qui sortent encore du site et qui doivent être épurées aussi. Donc, il est intéressant de garder une fiche réflexe pour la clôture ou l'après-sinistre, où là, il y a les différentes actions à entreprendre selon leur suite logique. Ça permet à l'industriel de ne rien rater. Alors, pour l'après-sinistre, c'est la recherche du retour à l'état normal par la limitation des effets post-sinistres, notamment la pollution. Peut-être que les sols ont été souillés, qu'il faudrait pomper telle ou telle zone où un produit chimique s'est accumulé. Les désagréments, les débris, les odeurs, les débris à évacuer, les emballages de produits chimiques à évacuer conformément aux procédures spécifiées par leur constructeur ou leur fournisseur. C'est aussi l'occasion de répondre aux différentes questions qui peuvent se poser, que ce soit en interne ou en externe ou par les autorités. Après un sinistre, dans des cas spécifiques, il y a une enquête d'après-sinistre qui sert à définir les causes qui ont mené à cet accident, à remonter aux causes, et où là, l'enjeu, c'est de traiter le problème à la base, à la racine, et de mettre en place des barrières techniques ou organisationnelles pour éviter que ça se reproduise. Les questionnements en interne, notamment comment est-ce que l'entreprise peut recouvrir son exploitation normale, comment elle peut revenir à son régime de production nominale, ou comment elle peut recouvrir son image de marque parce qu'il y a eu une nuisance suite au sinistre, et notamment auprès des autorités si un acte de malveillance ou une négligence serait défini comme cause. Et c'est aussi l'occasion d'écouter et de débriefer avec l'ensemble des acteurs et des observateurs. Après un sinistre, même le personnel est, disons, choqué de ce qui a pu se passer. Peut-être qu'ils ont perdu un collègue, peut-être qu'ils risquent de perdre leur travail parce que l'installation n'est plus en mesure de produire. Et là, c'est l'occasion d'écouter, de débriefer avec l'ensemble des équipes sur les actions à entreprendre, sur ce qui a été décelé en amont ou en aval du sinistre, pour éviter que ça se répète, et envisager la préparation de la reprise d'activité. Donc on peut avoir, par exemple, des feux endommagés à évacuer d'une zone de stockage, ou là, c'est sur la photo à gauche, c'est un flexible d'acide qui a fui, où là, c'est le mur qui n'est plus propre, enfin qui n'est plus solide, sa structure a été endommagée, et en vue de reprendre une activité normale, il est nécessaire que les installations regagnent leur état initial. Donc, pour la reprise d'activité, il y a un plan qui est défini et qui vient après le plan d'opération interne, qui est le plan de continuité d'activité, qui là permet de répondre aux obligations législatives, réglementaires ou contractuelles, notamment vis-à-vis des assureurs. La réponse aux contraintes internes par la reprise de production, le fait de recouvrir l'image de l'entreprise et de respecter les objectifs de l'entreprise. Donc, une première phase de diagnostic et de cadrage du projet est à envisager, une analyse des impacts et expression du besoin de continuité. Une phase de test où là, peut-être qu'une stratégie a été définie et on procède à une réflexion dessus pour voir si ça permettra à l'industriel de recouvrir son activité normale ou s'il faudrait envisager une autre solution. Le déploiement du plan qui a été choisi, puis la validation opérationnelle du plan de continuité d'activité et le retour d'expérience par le maintien opérationnel du PCA. Et là, c'est tout un travail différent qui s'annonce, où là, c'est de revoir le plan d'urgence, c'est de retrouver une activité normale, c'est que l'entreprise recouvre son image, où là, c'est le marketing de crise qui prend le relais et qui permettent à l'entreprise de recouvrir son image auprès de ses clients, auprès des différents intervenants.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste à votre écoute pour d'éventuelles questions. Nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes juste à Casa, à la colline, Sidi Marouf. En tout cas, je pense qu'on peut déjà vous applaudir pour cette formidable présentation.